au balado Sous la surface, présenté par Baleine en direct. Nous sommes Odélie et Talia et travaillons pour le GREM, le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, basé à Tadoussac, au Québec. Dans ce balado, on vous emmène dans les coulisses de métiers très variés liés aux baleines. Qui sait, cela vous inspirera peut-être vous aussi à faire carrière avec ces animaux fascinants. Aujourd'hui, nous accueillons Dr Jory Cabrol, qui est chercheur scientifique à l'Institut Maurice Lamontagne. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci. Pour débuter cet entretien, c'était quoi ta première rencontre avec une baleine? Ma première rencontre avec une baleine, j'étais très jeune. C'était en mer Méditerranée et on était parti promener, faire une petite excursion. Et c'est là en fait que j'en ai vu une. Me demandez pas quelle espèce c'était à cette époque-là. J'ai juste le souvenir d'avoir vu une baleine. J'étais tout petit, c'était très grand. Mais c'était ça ma première expérience avec une baleine. Puis tu t'en rappelles encore. Ouais. Aujourd'hui, assez clairement, c'est fou. Quand Ouais. même, ça peut être marquant. 30 et quelques années plus tard, ouais, on s'en souvient encore. Ah, waouh. Donc tu viens de ce coin-là de la France? Moi, je viens du sud de la France, oui. J'ai grandi dans un tout petit village au sud de la France, à Metz. C'est vraiment un tout petit village, bord de plage. J'ai grandi les pieds dans le sable, avec un climat méditerranéen. Donc l'été, c'est juin, octobre. Donc très plaisant. Ah, c'est clair. Si t'étais une espèce de baleine, tu serais quoi? Un cachalot. J'adore. Ouais, je pense que ça serait vraiment un cachalot. Le pourquoi je serais un cachalot, deux raisons à ça. Un, c'est parce que j'ai toujours rêvé d'explorer les fonds marins, les abysses. Il y a toujours cet petit aspect inconnu, on connaît mieux la Lune que les fonds marins, donc je trouvais ça intéressant d'avoir une capacité de plongée assez intéressante. Puis je pense qu'on a tous Moby Dick en tête, où c'est la méchante baleine, mais en fait non. Ouais. Moi, j'ai longtemps pas aimé les cachalots, puis j'ai lu le livre de François Sarano sur le retour de Moby Dick, et je suis tombée en amour avec cette espèce. Non, mais comment est-ce que tu as atterri au Québec en venant de France, les pieds dans l'eau, dans la Méditerranée, au soleil, devenir à Rimouski, les pieds dans la neige? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, je vais faire une très longue histoire courte. Donc, mon background, c'est j'ai fait mes études en France, j'ai fait un DUT en génie biologique. Je pense pas qu'il y ait d'équivalent canadien, c'est comme un petit peu une école d'ingénieur sur 2 ans. Ensuite, donc ça, c'était un génie biologique. Ensuite, je me suis orienté en sciences de la mer. Donc, j'ai fait une licence qui est l'équivalent du bac à l'université Aix-Marseille. J'ai fait un master qui est l'équivalent de la maîtrise à Aix-Marseille. Et pendant ce master-là, j'ai rencontré une personne qui voulait aller au Canada. Donc, on a appliqué pour des bourses Erasmus. Sauf que ce qu'on savait pas à l'époque, c'était que les bourses Erasmus de l'université Aix-Marseille il y en a pas beaucoup. Et elles sont très compétitives. Donc, on a appliqué. J'ai été sélectionné. Comme j'avais été sélectionné, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais le faire. Donc, je suis venu à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. J'ai fait une année à l'Institut des sciences de la mer de Rimouski. Puis quand j'ai voulu retourner à Aix-Marseille pour faire mon doctorat, en fait, ils ont refusé de me donner une équivalence de notes. Donc, ils m'ont dit, on te donne l'année, mais on te donne pas les notes qui viennent avec. Parce qu'en fait, s'ils devaient faire les correspondances, on éclatait tous les scores. J'éclatais tous les scores. Et je leur dis, mais si vous me donnez pas de notes, je peux pas appliquer aux écoles doctorales, je peux pas appliquer au doctorat. Ils m'ont dit, fallait pas partir. Donc, j'ai fait, ok, vous voulez la jouer hard, pas de problème. Donc, j'ai pris mes affaires et je suis revenu ici. Entre-temps, j'avais rencontré une personne vraiment extraordinaire qui est Gesche Winkler. C'est maintenant la spécialiste du zooplancton au Québec. Et en fait, elle m'a dit, Jory, si tu veux, j'ai un projet de maîtrise. Et donc, j'ai commencé ma maîtrise sur l'écologie du zooplancton, un tout petit copépode dans l'estuaire moyen. J'ai fait ma maîtrise. À la fin de ma maîtrise, je suis parti voyager un petit peu. Puis Gesche m'a rappelé, elle m'a dit, Jory, j'ai eu un financement assez important. Et je sais que tu voulais faire tel type de doctorat, je te laisse le champ libre, tu as juste 2 livrables à me donner spécifiques par rapport à ce projet-là. Puis tu fais ce que tu veux dans ton doctorat autour. Du coup, j'ai fait comme, ok, je signe de suite. Donc ça, c'était en 2014, j'ai signé, j'ai terminé ma thèse en 2019-2020. Et en fait, pendant toute ma thèse, moi je travaillais sur le krill, l'écologie trophique du krill. Et par la suite, j'ai fait un congrès pour l'anniversaire du parc marin, dans les années 2018-19. Et c'est là que j'ai rencontré Véronique Lesage. En fait, je l'avais déjà un peu rencontrée avant parce qu'elle co-dirigeait une autre personne qui était dans le même projet dans lequel j'étais, qui était Marie Guillepin. Et ça. Donc Véro m'a dit, écoute Jory, j'ai des bases de données qui sont similaires un petit peu à ce que tu as, avec le champ d'expertise que tu as. Est-ce que tu voudrais embarquer sur le projet? On a essayé, puis finalement j'ai embarqué. Et quelques années plus tard, maintenant je suis avec vous devant vous, et ça fait
15 ans que je suis au Québec maintenant. Cet événement-là, pour souligner l'anniversaire du parc marin, c'est comme un peu c'est là que ton chemin s'est tourné vers l'IML. C'est là que mon chemin a shifté vers les mammifères marins. Ouais. Je pense que tu arrives à concilier la vie professionnelle, la vie personnelle. Quand on travaille, en général, c'est quand même un enjeu, mais on voulait savoir, toi, dans ton quotidien, comment est-ce que tu... Alors, je pense que ma conjointe aurait une réponse probablement différente de la mienne. Moi, je pense que je la concilie quand même relativement bien, dans le sens où c'est quand même un travail qui est très demandant, on est engagé, on travaille beaucoup d'heures par semaine, on travaille les week-ends, j'ai travaillé pendant mes congés. Donc, c'est sûr que il faut arriver à trouver un compromis entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et je pense que de personne en personne, c'est aussi très différent. Comment je conciliais ça l'année dernière sans avoir d'enfant versus maintenant en ayant une toute petite fille qui a 4 mois, je pense que c'est complètement différent. Ma vision a changé. Je mets un poil plus de priorité aussi sur être présent, la voir grandir, prendre du temps. Donc essayer de faire des rushs plus intenses, plus focus, pour après être capable de dégager un peu plus de temps sans avoir de « Oh mince, j'ai oublié de faire ça ». Donc c'est plus cette partie-là que j'essaye de faire. Est-ce que j'y arrive ? Je pense que oui. Est-ce que mon entourage pense que j'y arrive ? J'espère que oui. Mais c'est ça. Tu travailles pour l'IML, c'est un institut gouvernemental. Oui. Et vous travaillez les week-ends, vous faites des... Moi, j'aurais pensé que vous faisiez un 8 à 5 ou... En fait, ça, l'horaire officiel, oui, c'est un 8 à 5, un nombre d'heures X par semaine, par année. Mais en réalité, on va avoir des étudiants, on va avoir des congrès, on va avoir des rushs, on va avoir des publications, on va avoir des demandes de financement, on va avoir plein de choses à faire à des dates qui sont pas forcément fun. Exemple, la plupart des demandes de subventions, c'est avant ou après Noël. J'étais en congé paternité, j'ai dû quand même faire des demandes de financement que j'ai déposées. Donc, il y a des deadlines, puis il y a aussi le fait qu'on travaille avec des étudiants, on travaille avec des gens. Puis quand une étudiante nous pose des questions en disant « Jory, comment on fait cette analyse-là » ou « Est-ce que ce que j'ai écrit, c'est correct » ou « Est-ce que ce que je fais, c'est correct ?» On peut pas laisser la personne un mois sans réponse non plus. Non, fait que tu restes disponible. Donc on reste disponible, mais c'est sûr que le gros du travail se fait dans la semaine sur les horaires de travail. Mais c'est courant de lire les emails le soir parce qu'on n'a pas eu le temps de les finir. C'est courant de relire quelque chose fin de semaine parce que lundi il faut le déposer ou mardi il y a besoin de le déposer, ou on va collaborer aussi avec d'autres personnes qui sont sur d'autres fuseaux horaires. Moi je travaille beaucoup avec des gens au BC. Avec Anaïs aussi, on a collaboré un petit peu. Donc si jamais on devait travailler ensemble, elle a moins 3 heures. Donc si c'est en fin d'après-midi pour elle, c'est en soirée pour moi. Et si c'est matin pour moi, c'est encore plus tôt pour elle. Donc il y a toujours une conciliation à faire. Surtout en étant jeune chercheur, je trouve que c'est important d'être relativement dynamique. Puis j'espère être quelqu'un qui est quand même assez proche de mes étudiantes. Je dis étudiantes parce que pour l'instant j'ai que des étudiantes, mais c'est ça. Wow, comme quoi les rencontres, on s'y attend pas toujours, puis non, ça nous amène. Non, il y a du hasard. Mais mon parcours au complet est du hasard. J'ai fait quelque chose, puis je dis ça, je suis arrivé à le faire, je pourrais faire autre chose, et ainsi de suite. J'ai rencontré des gens, et c'est au fil des expériences et discussions et opportunités que ça s'est construit petit à petit. C'est pour ça que d'ailleurs vous me posez la question, est-ce que tu changerais ? Non. Mais quand t'es arrivé à l'UQAR, à l'ISMER, tu voulais pas forcément travailler avec les mammifères marins. C'était pas... En fait, quand j'ai commencé ma carrière d'océanographe, je voulais pas travailler avec les mammifères marins. Pas que je voulais pas, mais je m'étais jamais dit, c'est mon rêve, je veux absolument travailler avec les mammifères marins. Non, moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est le zooplancton, c'est l'écologie trophique du zooplancton, c'est tout ce qui va être compétition, relation. Et pour ça, le zooplancton, c'est magnifique. On a des milliers d'individus qu'on peut prendre, on peut faire de l'expérimentation en laboratoire. C'est très bas dans la chaîne trophique, donc ça répond de suite au changement climatique. Ça, c'est un modèle d'étude qui est vraiment, vraiment intéressant. Puis, si on oublie l'aspect que c'est un peu nos insectes terrestres en équivalent marin, quand on les met sous microscope et qu'ils sont vivants, ils sont magnifiques. Il y a des couleurs, des formes, des choses qui sont vraiment extraordinaires. Et de fil en aiguille, je suis allé vers les mammifères marins. Je suis très heureux d'être avec les mammifères marins maintenant. Et tu travailles avec quel type d'espèces de mammifères marins ? Alors, moi, c'est principalement beluga et grand rorqual. Ok. C'est surtout beluga, mais j'ai des travaux annexes avec des étudiantes et des collaborations sur les grands rorquals. Donc, ça fait combien de temps que tu travailles sur les mammifères marins ? Depuis 5 ans. Mais avant ça, tu connaissais quand même au cours de tes études. J'imagine que ça a été un peu abordé. Oui, non, c'était pas complètement nouveau, mais j'avoue qu'il y a eu quand même
une step de connaissances à faire, beaucoup de lectures, et mon champ de connaissances est encore très très limité parce que j'ai pas une très grande expérience avec les mammifères marins. Je suis centré sur certaines espèces ici dans le Saint-Laurent, donc mes connaissances de la biologie des autres espèces ou même des mêmes espèces ailleurs est pas encore totalement bonne à mon goût. Donc tous les jours on essaie d'en apprendre un peu plus, mais oui, après de l'écologie, ça reste de l'écologie. Tous les concepts d'écologie derrière, c'est les mêmes qu'on les applique à un renard, à une baleine. C'est sûr que les milieux est pas le même, mais les concepts théoriques en arrière restent les mêmes. Les outils et les méthodes d'analyse que j'utilisais pour le zooplancton sont plus ou moins transposables. En fait, ils sont transposables, mais avec un succès plus ou moins marqué parce qu'on est beaucoup plus haut dans la chaîne trophique, donc ça répond moins vite. Donc non, c'est vraiment... Il y a quand même un gros socle de connaissances initiales que j'essaye d'étoffer tous les jours un peu plus. Excellent. Puis justement, par rapport à la réalité de ton travail en tant que tel, en quoi ça consiste? Une de tes journées, est-ce que tu fais plus du bureau? Est-ce que tu fais plus du terrain? Comment est-ce que ça s'organise une semaine dans la vie de jury? Alors, le travail, je reprends un peu le travail de chercheur, c'est beaucoup de choses différentes en même temps. On va faire de la gestion d'équipe, on va faire de la science, de la rédaction, des demandes de financement, de la gestion de budget, des applications pour des budgets. On va faire des présentations. On peut même faire des podcasts. Merci pour l'invitation. On peut faire beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas vraiment une journée type. C'est sûr que la plupart des journées, c'est au bureau et au laboratoire à écrire, répondre des emails, faire des demandes de collaboration, faire des demandes de subventions, rédiger des articles, faire beaucoup d'analyses statistiques. C'est principalement ça. Le reste du travail, ça va être tout ce qui va être gestion, que ce soit des personnes, je pense à mon équipe, mes étudiantes, ou des budgets. Après, il y a la partie terrain. Moi, j'en ai fait énormément du terrain dans le passé. Depuis quelques années, j'en fais, mais beaucoup moins. Donc, je suis peut-être pas un exemple là-dessus, mais si vous avez l'occasion de parler avec d'autres personnes, mes collègues de travail, je peux nommer Serge Aucoin, Christian Rampe, Josiane Riopel, ou bref, il y a plein de noms. Eux, ils font beaucoup de terrain, si ce n'est quasi que du terrain pour certains. Donc ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on fait et où on le fait. Donc une journée type, il y en a pas vraiment. C'est principalement du bureau et de la gestion, organisation, écriture, analyse. Mais chaque journée est très différente. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui aiment avoir quelque chose de structuré, prévisible et ce genre de choses-là. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est vraiment motivant de se lever le matin et dire « Ah, j'ai ça à faire, on donne aussi des cours, on fait de l'enseignement, moi j'en fais encore un petit peu. » Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui s'intercalent dans l'agenda pour faire des journées complètement différentes. Là, je pense que j'ai pas 2 journées identiques dans mes 365 jours. Est-ce que tu es encore à Simon Fraser University? Moi, je suis professeur adjoint à Lucas Rismer et à Simon Fraser. Ok. D'accord. Donc est-ce que c'est des cours que tu donnes à distance? Les cours que je donne, c'est principalement des cours tutorés, des interventions dans certains blocs de cours. J'ai pas de charge de cours complète comme vous pourrez avoir des professeurs au bac. Et j'ai pas le temps. Puis ça fait pas partie des mandats de DFO de faire de l'enseignement en tant que tel non plus. C'est vraiment de la recherche fondamentale. Mais c'est quand même toujours intéressant de faire du coaching. Donc toutes les étudiantes qui arrivent, en général, on leur fait des cours tutorés pour être sûr qu'elles soient up-to-date dans leur projet de maîtrise, que ça leur serve, puis quelques interventions par-ci, par-là dans certains cours pour tout ce qui est écologie trophique, principalement. Okay. C'est super varié. Pardon. Ben oui, vraiment. Puis là, c'est ça, tu parlais tantôt de labo aussi, le laboratoire qui est à l'Institut Maurice-Lamontagne. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que tu fais quand tu vas au labo? Alors, moi, j'ai la chance de faire moins de labo et de faire travailler des gens pour moi en laboratoire en ce moment. Je pense notamment à Quentin, qui est le technicien qui fait beaucoup de labos. Donc, les labos qu'on a, ça va dépendre des projets. Moi, j'utilise plusieurs méthodes qui sont principalement les isotopes stables, qui permettent de faire beaucoup de choses, notamment de la quantification du régime alimentaire. Donc, on découpe des dents, on fait des analyses LAICPMS, donc c'est des analyses d'ablation laser, pour essayer de voir certains éléments
comment ils varient dans le temps, pour essayer de retracer comment nos belugas ont évolué. Pourquoi? Parce que les dents, ça fait des fines couches un peu comme les arbres qui s'accumulent d'année en année. Donc on est capable, connaissant la date de décès de l'animal, de retracer ça dans le temps. Et là, on espère remonter dans les années 1940, 1950, pour essayer de retracer un petit peu tout ce qui est exposition à l'alimentation, aux conditions du milieu, un poil d'alimentation, tout ce qui est migration aussi, parce qu'ils sont dans l'estuaire moyen, mais dans l'estuaire maritime, donc on a une différence de salinité. On est capable de retracer cette différence de salinité-là avec différents éléments, notamment le strontium. Donc, il y a cette partie-là, il y a une partie aussi d'analyse lipidique. Moi, je regarde pas que les mammifères marins, en fait. Mes projets, c'est mammifères marins et surtout, qu'est-ce qu'ils mangent. Donc, je fais beaucoup de qualité nutritionnelle de leur proie potentielle. Donc, on pourra chercher des poissons, on les broie, et là-dessus, on fait différents types d'analyses, protéines, lipides, acides gras essentiels, acides aminés essentiels, quantité totale d'énergie. Donc, il y a différentes étudiantes qui travaillent sur ces différents projets-là. Donc, je fais moins de laboratoire. Je forme des gens au laboratoire, je fais du coaching en laboratoire, je vérifie, j'analyse les données. Mais j'avoue que dans mes 2 dernières années, mon nombre d'heures au laboratoire a fortement diminué. Ça fait partie de l'évolution normale. Ben oui, c'est ça, c'est les étudiantes qui ont la chance de travailler dans le labo. Comme ça. Toi, tu as dû le faire aussi par le passé, tu étais plus dans le labo, puis là, c'est la roue qui tourne. Hein. Exactement. Oui, et puis tu peux choisir ce que tu fais, comme tu dis. Si tu voulais faire plus de terrain, tu pourrais peut-être en faire plus. Probablement, comme tes oui, si je voulais faire plus de labo. Après, on a juste 24 heures par jour, on a une vie privée. À un moment donné, il faut savoir déléguer aussi un petit peu. C'est très bien ça. Donc, pour avoir vos belugas, est-ce que vous collaborez avec Saint-Hyacinthe? Est-ce que vous avez des vieilles dents de belugas qui traînent à l'IML? Oui. Ouais? Oui. En fait, il y a une archive de dents qui a été montée principalement par Véronique sur toutes les carcasses qui ont été ramassées et lorsque possible, ils prélevaient des dents dessus. Donc c'est cette archive-là de dents qu'on utilise. Il y a beaucoup d'individus qui ont été gardés. Ils ont été gardés dans différents moyens de conservation. Certaines à sec, d'autres avec du glycérol. Donc on peut pas faire toutes les analyses, on peut pas utiliser toutes les dents, parce que si on a un résultat avec une certaine méthode, mais qu'on a altéré le processus entre-temps et qu'on a un résultat, on sait pas si la différence est due à l'altération que nous on a faite ou à quelque chose de biologique initialement. Donc on est restreint, mais ça c'est une étudiante au doctorat avec qui on travaille, avec Véronique Lesage, Tania Bohan, justement à Vancouver. Et elle, c'est son projet de doctorat. D'ailleurs, elle vient de finir ses analyses à l'ICPMS et la semaine prochaine, on va avoir une première rencontre pour regarder ces résultats-là. Donc, plus à venir. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais analyser sur un vieux beluga de 5 000, 10 000 ans qui vivait ici, si on a les dents, bien sûr? Comme ça, je pourrais pas répondre. Ça va dépendre de quels sont les éléments qu'on regarde, qu'est-ce qu'on fait avec. Présentement, on fait des analyses de métaux traces, on fait des analyses d'isotopes, on fait des analyses de mercure dedans. Sur des dents aussi vieilles, il y a beaucoup de considérations à prendre, notamment sur les sources de carbone, sur comment ça a été pétrifié. Okay. Donc, je pourrais pas répondre directement à cette question-là. C'est sûr que si on a des animaux assez vieux, avec des dents qui ont été bien conservées à sec, même si elles ont 50, 60 ans, oui, on pourrait les utiliser. Okay. Ça me permettrait de remonter encore plus loin. Mais si on parle de fossiles, ou de dents qui ont été fossilisées, il y a d'autres processus physiques qui rentrent en compte dedans. Donc, plus problématique, je pense. Mais d'ailleurs, tu as publié un article récemment, en 2025, sur la diète. Oui, du beluga. Donc, ça prend beaucoup de temps, j'imagine aussi. C'est très, très long, en fait. La récolte des échantillons, l'analyse des échantillons prend déjà beaucoup de temps, juste en laboratoire. Ensuite, il y a toute la partie statistique, il y a toute la partie rédaction, et il y a toute la partie publication aussi qui prend un certain temps. Donc, le délai moyen varie en fonction des papiers, en fonction de beaucoup de choses, du type d'analyse laboratoire. Mais si on veut étudier quelque chose, il faut pas se dire, dans 3 mois, je suis capable de soumettre ça. Non, juste en analyse laboratoire, il y en a pour plus d'1 an. Donc, cette étude-là sur la diète des belugas, combien de temps ça a repris au final pour arriver à la publication? Ça a pris longtemps. Déjà, ça a pris très longtemps parce que ça a pris plus de 20 et quelques années. Parce qu'en fait, c'est une analyse temporelle qu'on a fait, où on regarde comment l'alimentation a varié en fonction de 2 périodes. Donc, dans les années 2000,
où c'est Véronique Lesage qui a principalement récolté tous les échantillons, a fait toutes les analyses. Et à partir des années plus récentes, moi je suis arrivé en 2019-2020, donc il a fallu rééchantillonner toutes les proies, il a fallu faire toutes les analyses de laboratoire. Donc c'est un papier qui au final s'est construit grâce à Véronique, mais qui a pris vraiment beaucoup de temps à publier. Mais quand tu parlais tout à l'heure de collaboration, est-ce que tu disais que tu essaies de trouver des collaborateurs, est-ce que c'est pour écrire ce genre d'articles? C'est pour lancer des projets. Ok. Par exemple, là, actuellement, j'ai un projet sur tout ce qui est qualité nutritionnelle des proies. Et ce projet-là, il est en collaboration avec différentes personnes de l'IML, Véronique, mais il est aussi en collaboration avec des chercheurs universitaires. Je pense notamment à Régent Tremblay, qui est à l'UQAR-ISMER. Donc, comme on peut pas avoir l'expertise sur tout, l'idée, c'est d'aller chercher les experts du domaine pour essayer de répondre à des questions précises et ciblées. Plutôt que de soi-même être spécialiste de tout, on peut pas être spécialiste de tout. On va chercher l'aide. Mais c'est génial, en fait. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton milieu de travail? Parce que tu fais beaucoup de choses différentes. Oui, je fais beaucoup de choses différentes. C'est intéressant. Le travail en lui-même est intéressant, déjà en partant. Mais si j'avais un élément à prendre, ce que j'aime le plus, je pense que c'est de travailler en équipe avec toutes les étudiantes, toute la dynamique de travail qu'on est capable de faire, la mise en place de collaboration, développer des nouvelles choses, se poser des nouvelles questions. Parce qu'en fait, dès qu'on creuse, on répond pas. On s'ouvre de nouvelles questions. Donc, si on a une réponse, on va s'ouvrir 5 nouvelles questions. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je dis 5, mais ça peut être plus, moins. Mais on va à chaque fois dire, on a répondu à ça, ou plus ou moins répondu à ça, mais en fait, on peut pas vraiment complètement y répondre tant qu'on sait pas X, Y, Z. Donc, on va essayer après de développer des projets sur X, Y, Z, et ainsi de suite. Ça nous amène à la question qui tue. Toi, t'as une formation d'océanographe? Oui, en biologie. En biologie. Donc, un océanographe, est-ce que ça travaillerait avec est-ce que toi, tu t'imaginais que tu allais travailler avec les mammifères marins avec une formation d'océanographe? En fait, on peut. On peut. Exemple, quand j'ai fait mon doctorat, il y avait une autre personne, Marie Guilpin, qui a fait le même doctorat que moi, donc océanographie biologique, qui travaillait déjà avec les mammifères marins. Donc, en fait, le problème, c'est que, c'est pas un problème, mais océanographe, c'est comme si je vous dis médecine. C'est plus général, en fait. C'est extrêmement général. Donc là-dedans, il va y avoir des gens qui vont faire de la physique, qui vont faire des mathématiques, de la modélisation, de la chimie, de l'écotoxicologie, de la biologie, de l'écologie. C'est très très vaste. Et même encore, si on dit écologie, ça reste très très vaste. On peut faire juste des modèles, on peut faire de l'écologie théorique, on peut faire de l'écologie appliquée. Donc ça reste encore des champs et des champs et des champs. Après, tous ces champs-là, pas tous, mais une grande partie peuvent s'appliquer aux mammifères marins. C'est sûr que si vous êtes physicien, il y a probablement un poil moins d'intérêt à travailler avec les mammifères marins, ou si vous êtes géologue, moins d'intérêt. Effectivement. Mais si vous êtes océanographe biologique, il n'y a pas de limitation potentielle. En fait, les mammifères marins, c'est un modèle d'étude parmi tant d'autres. Mais donc, ça va dépendre des cours que tu prends ou je sais pas si vous avez des stages? Surtout, alors, si on prend l'exemple canadien, au bac, ça va être quelque chose qui va être très général. C'est surtout quand les gens vont se spécialiser à la maîtrise et au doctorat. Ça va être le sujet qu'ils vont prendre. Exemple, si les personnes qui veulent faire une maîtrise sur les mammifères marins approchent des gens dans le domaine des mammifères marins, toute l'équipe, mettons de l'IML s'ils sont au Québec, leur modèle d'étude sera les mammifères marins dans leur maîtrise. Si je prends l'exemple de Charlotte Tessier-Larivière, une étudiante qui vient de terminer à la maîtrise, quand elle a commencé sa maîtrise, elle a commencé directement avec les mammifères marins, elle a directement fait de l'écologie trophique des grands rorquals. D'ailleurs, elle vient de publier un article récemment. On va aller jeter un œil. Et donc, c'est possible de travailler directement avec des mammifères marins. Moi, dans mon cas, c'est parce que j'ai aimé le zooplancton initialement, parce que même en France, j'avais déjà travaillé sur le zooplancton. Donc j'ai continué dans ce cursus-là et c'est au fil des rencontres et des opportunités que j'ai shifté vers les mammifères marins. Mais mon parcours est peut-être plus atypique qu'est-ce qu'il est représentatif de ce que les gens pourraient faire. Puis mammifères marins, on n'est pas obligé de faire de la science pour travailler avec les mammifères marins. Si vous voulez vraiment travailler avec des mammifères marins, je pense que les techs et les biologistes travaillent plus avec les mammifères marins au sens contact, comme vous serez capable de le faire au GREM ou au MIX en l'occurrence, plutôt que moi, chercheur qui est
beaucoup de travail de bureau, d'administration et ce genre de choses-là à faire aussi. Qu'est-ce que tu penses que ça prend pour être un bon chercheur scientifique? En fait, ça prend beaucoup de choses parce que c'est plein de métiers ensemble. Ça prend déjà d'être curieux en termes de personnalité. Ça prend d'être curieux, ça prend de s'interroger sur beaucoup de choses, d'aimer creuser, d'aimer chercher. C'est un peu comme essayer de répondre à des enquêtes. On va essayer de creuser pour avoir des informations, on va recouper ça avec des théories, on va essayer d'appliquer des théories, voir comment ça s'applique. C'est grâce à ça qu'on comprend en fait comment l'écosystème et nos animaux interagissent avec l'écosystème. Mais si on sort de cette partie science pure, ça prend une capacité de rédaction, ça prend une très bonne capacité de synthèse, ça prend d'être capable de gérer, manager des équipes. Ça prend d'être capable de gérer des budgets et de collaborer. Ça prend d'être capable d'écrire. Ça prend d'être capable de faire des présentations et de la communication de résultats. Et toutes ces choses-là, c'est des métiers en soi. Puis t'as pas pris de cours pour faire ça. Et il n'y a pas spécialement de cours. Alors oui, on peut. Oui, non. Il n'y a pas de cours initial dans le cursus, mais on peut se former, on peut se spécialiser, surtout de nos jours, avoir des formations, c'est quand même beaucoup plus facile que ce que ça l'a été. Donc, on peut progresser. Après, il y a des gens qui, naturellement, ont des skills qui sont skills, excuse-moi, j'ai pas le mot en français, mais... Compétences. Des compétences, merci. Qui sont très orientées sur la gestion. Il y en a d'autres qui vont être d'excellents scientifiques, des moins bons gestionnaires d'équipe. Il y en a qui vont être des excellents gestionnaires d'équipe et qui vont être vraiment bons pour faire de la coordination, mais moins en publication. Il y en a qui vont être des très bons communicateurs oraux, mais moins à l'écrit. Ça va vraiment dépendre des gens. Mais il faut savoir que c'est très, très diversifié. Ça prend d'avoir des compétences dans beaucoup de choses. On peut pas être bon partout. Donc, il y a des domaines où on a besoin de travailler plus fort que d'autres. C'est quoi les tâches qui sont les plus, j'utilise un mot anglais, mais challenging pour toi, justement? Trouver le temps d'écrire. Je pense que c'est ça qui... Tes articles scientifiques? Ouais. Ah. Je pense que c'est de trouver le temps de m'asseoir pour dire, OK, là, il faut que t'écrives cette partie-là. Je pense que c'est cette partie. J'adore la partie développement, financement, gestion. J'adore la partie analyse statistique. Je pense que c'est ce que je préfère le plus dans la recherche parce que c'est là où on part de données brutes qui ressemblent à rien et on essaye un peu de polir un diamant pour répondre à une question. Et une fois qu'on a répondu à la question, ça ouvre d'autres questions pour des opportunités d'autres projets. Je pense que ça, c'est le flow que j'aime le plus. Et ça prend beaucoup de temps, ou du moins je m'investis beaucoup dans cette partie-là. Donc, comme on disait, on a juste 24 heures par jour. En fait, non, on en a 8. Si on veut réellement. Mais c'est trouver le temps de me dire, OK, Jory, tu t'assois, cette semaine, tu fais que ça. Et en fait, le que ça, il est plus dur à trouver que ce qu'on pense. Ouais. Parce que t'aimes ça, écrire. Est-ce que c'est une partie de ton travail que t'aimes quand même bien? Oui, j'aime quand même écrire. Mais si j'ai le choix entre écrire, admettons, je suis libre de faire ce que je veux, j'ai le choix entre écrire et jouer avec des grosses bases de données pour essayer de répondre à la question. Naturellement, je vais plus m'orienter vers l'aspect curiosité que l'aspect écriture au sens. Parce que l'écriture d'articles scientifiques, elle est très normée. C'est pas de la littérature en soi, il y a un stylisme, une façon d'écrire. Puis ça prend aussi d'avoir une très bonne connaissance autour. Donc il y a beaucoup de littérature à faire en amont, il y a beaucoup de choses à connaître pour essayer de faire une synthèse. Le but, c'est pas raconter une histoire, mais c'est de créer une histoire qui tient la route basée sur ce que nos prédécesseurs ont trouvé. On est d'accord, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont trouvé, mais c'est important de remettre la table. Donc, ça prend pas juste de dire, mon résultat est celui-ci. Non, c'est remettre le résultat dans un contexte. Et ça prend du temps. Okay. Puis, est-ce que tu penses que dans ton parcours scolaire, mettons, il y a des cours ou des choses que tu as fait qui t'ont aidé à développer ces aptitudes-là en rédaction, justement, de rapport, ou t'as appris sur le tas? Je commence à vieillir un peu. Du coup, je sais pas exactement comment est le cursus. Moi, j'ai un cursus français à la base qui est très différent du cursus canadien, surtout dans les jeunes années. Donc, est-ce que j'ai des cours qui m'ont aidé à l'époque? Non. On faisait peu de rapports, on faisait peu de présentations. On faisait beaucoup de petits rapports, mais je veux dire d'écriture scientifique en tant que telle, non. Oui, je participais à des ateliers d'écriture scientifique et ce genre de choses, puis on se forme aussi pendant la maîtrise, pendant le doctorat. Mais est-ce que j'ai des cours en particulier qui m'ont fait dire, grâce à ces cours-là, je suis rendu ici maintenant? Non.
C'est intéressant. Les cours m'ont plutôt permis de rencontrer des gens, des professeurs à l'époque, avec qui j'ai travaillé, qui m'ont permis d'avoir des opportunités. Oui, mais est-ce que le cours que j'ai suivi en matrice mathématique m'aide maintenant? Au day-to-day, non. Oui, parce que je comprends comment fonctionne une matrice et pour les calculs et ce genre de choses. Mais on peut aller sur Internet ou suivre une petite formation très rapide qui permet aussi de répondre si c'est des éléments ponctuels d'utilisation. C'est vrai, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport justement au lien humain que tu as rencontré en fait durant ton parcours. C'est vraiment peut-être ça qui t'a donné ton déclic vers cette branche-là de ce que tu fais aujourd'hui en fait. Probablement, oui. Fait que c'est une grande partie d'un parcours en fait, les liens qu'on fait puis les gens qu'on rencontre. Oui, c'est extrêmement important. Puis c'est qui les personnes, mettons, tu parlais de Véronique Lesage tantôt, est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu as croisées dans ton parcours qui t'ont influencé d'une quelconque façon à faire ça? Si je dois piquer des gens, je vais dire 3 personnes. La première, c'est Emmanuelle Renard, qui travaillait en phylogénie moléculaire des éponges à Aix-Marseille. Et en fait, elle nous donnait un cours de phylogénie, puis moi, vu que j'avais déjà fait un DUT avant, quand j'ai commencé ma licence, ben c'était un peu revoir des choses qu'on avait déjà vues, donc tous les jours, j'arrivais à chaque cours. C'était toutes les 2 semaines, on avait un cours, je disais « Bonjour Emmanuel, est-ce que tu as un stage ?» Et au bout de 6 mois, elle m'a dit oui. Donc, c'est vrai. C'est ça. Wow. Donc, j'ai fait ce stage-là, ça m'a permis de rencontrer des gens, ça a été là où j'ai fait ma première publication scientifique. Grâce à ça, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont permis d'appliquer à la bourse Erasmus, je suis arrivé ici, puis là j'ai rencontré Geishe Winkler, qui est vraiment une personne formidable, tant sur le plan scientifique qu'humain, qui m'a vraiment orienté, qui m'a appris tout ce que je sais maintenant, c'est un petit peu grâce à elle. Et ensuite Véronique Lesage par la suite dans les années plus récentes après mon doctorat. Donc ouais, si j'avais 3 personnes citées qui ont vraiment modifié mon parcours ou qui ont orienté en fait mon parcours, c'est vraiment ces 3 personnes-là. Puis suivre des cours c'est bien, mais si j'avais vraiment un conseil à donner, c'est faites pas que les cours théoriques. Vous êtes au bac, prenez tous les cours que vous pouvez, les sujets spéciaux, tout ce que vous pouvez faire directement en laboratoire. Pourquoi? Parce que quand vous allez vouloir chercher une maîtrise après, si vous connaissez déjà le professeur avec qui vous travaillez, que vous êtes déjà formé aux techniques, aux analyses, et que même si vous avez des mauvaises notes, parce que vous avez fait trop la fête ou autre, il vous connaît et il sait que vous avez du potentiel, il peut vous appuyer. Et je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup d'étudiants tendent à oublier, donc ils font vraiment leur cours en disant si j'ai telle formation, je pourrais faire ça. Mais c'est comme chercher un emploi. On peut envoyer plein de CV, mais si à un moment donné, je connais déjà quelqu'un qui a un poste potentiel, et qui me connaît surtout, et qui sait que je peux fitter dans ce poste-là, ça va être beaucoup plus facile. Donc, ça marche aussi pour les études et l'orientation. Donc si je retiens bien, faites la fête. Non, mais c'est un très bon conseil, effectivement. Puis il faut pas oublier, on est tous des humains. C'est pas parce que telle personne s'appelle professeur X que vous pouvez pas aller la voir, parce vous pouvez pas l'appeler. Parce que ça peut être intimidant, en fait. Ben, c'est ça. Mais il faut pas. Intimidant. C'est des gens comme tout le monde. Fait qu'il faut oser. Il faut clairement oser. Oui. Tous les jours, aller voir ton professeur. Lui demander s'il a un stage. Ça a marché. Ouais, impressionnant. Donc, tu travailles un peu sur les belugas. Où est-ce que tu vois cette espèce-là dans le futur? J'ai pas de boule de cristal. J'ai vraiment pas de boule de cristal. Par contre, ce que je peux dire, c'est ce qu'on sait maintenant. On est sur une petite population, isolée, dans un écosystème qui est un des écosystèmes qui change les plus vite en Atlantique Nord. Pourquoi? Parce qu'on est l'endroit le plus au sud où il y a encore de la glace de mer. Donc l'effet des changements climatiques. Attention, les changements climatiques, ça existe. Il faut différencier météo de changement climatique. C'est pas la même chose. Parce qu'une journée qui fait plus froid, qu'il n'y a pas de changement climatique. Donc, avec l'effet des changements climatiques, on va avoir un milieu qui va changer. Ce milieu, il va changer parce que la qualité des espèces va changer, le type d'espèces va changer. On va avoir des nouvelles espèces qui vont rentrer, notamment des espèces qui sont plus tempérées. On va avoir une disparition des espèces qui sont plus arctiques boréales dans notre système. Donc notre milieu va shifter. Avec ce shift, c'est pas juste une espèce, c'est tout le monde qui shift. Pourquoi? Parce que si on enlève une proie à quelqu'un, il va devoir manger autre chose, ou il va devoir s'adapter, il va devoir s'acclimater. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, en tout cas moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer de comprendre, ok, nos belugas, qu'est-ce qu'ils mangent? Avec quoi ils interagissent? C'est quoi leurs besoins? Essayer de comprendre ces éléments-là. Parce qu'en réalité, on ne le sait pas encore. Ça fait pas longtemps qu'on sait qu'est-ce que le beluga mange. Il y a les travaux de Véronique avec les contenus stomacaux, il y a les travaux sur les isotopes, il y a des vieux travaux de Vladikov qui ont travaillé sur contenus stomacaux à l'époque où la chasse au beluga était encore ouverte dans les années, on va dire 40.
Mais on a quand même encore peu d'informations. Et maintenant qu'on a une idée d'à peu près qu'est-ce qu'ils mangent, plus ou moins, et comment ça a évolué dans le temps, c'est quoi la qualité énergétique? Comment leurs proies ont varié? Parce qu'il y a quelque chose que les gens oublient, c'est qu'on a beau avoir de la nourriture à profusion, si elle n'est pas de bonne qualité, ça marche pas. On pourrait être que dans un McDo ou que dans un champ de salade, on aurait de la nourriture à profusion, mais à long terme, on serait pas bien. Donc, est-ce que tous ces changements écosystémiques vont affecter directement le beluga, en modifiant son budget énergétique, ou les pathologies, ou la contamination, ou est-ce que ça va modifier les proies? Si oui, comment? Et où tout ça qui co-interagit ensemble va aller? C'est très compliqué à l'heure actuelle de prévoir une orientation. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est une population qui est encore en péril. Il y a peu d'individus. Elle est isolée. Donc ça va vraiment dépendre de qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va changer et comment l'écosystème va répondre. Est-ce que les belugas seront des vainqueurs des changements climatiques? Je sais pas. Est-ce que ça sera des perdants des changements climatiques? À suivre. Fait que c'est un peu là-dessus en ce moment que tu travailles. C'est vraiment ton principal défi, c'est d'essayer de voir comment les belugas vont s'adapter. Comment ils vont s'adapter, ça je sais pas si on pourra répondre. C'est quoi leur capacité d'adaptation? Okay. Et dans leur capacité, comment ils vont s'adapter, ça je pense que ça va dépendre de l'échelle de temps dans laquelle on prend. Mais ce qu'on fait principalement, c'est qu'on essaye de raisonner pour dire, ok, si jamais on a des perturbations, comment elles peuvent influencer nos populations? Est-ce qu'elles l'influencent positivement, négativement? Et en fonction de ça, c'est quoi les mesures de gestion et d'adaptation qu'on est capable de mettre en place pour essayer de limiter l'impact, sans pour autant limiter tout l'aspect économique, parce qu'on ne veut pas, on reste quand même dans une société qui fonctionne et qui doit fonctionner. Donc c'est essayer de trouver ce compromis-là entre avoir des belugas pour mes enfants, nos petits-enfants et les générations futures, qui est quand même une espèce emblématique au Québec, et aussi continuer à être capable d'avoir un système qui fonctionne sans forcément sanctuariser complètement tout, parce qu'à un moment donné, on peut pas tout sanctuariser. Donc, un beau challenge. Quand tu es chercheur scientifique, les travaux que tu fais vont servir à aider à prendre des meilleures décisions. Comment tu le définirais en fait? À quoi vont servir les articles que tu vas publier? Ce que j'aime me dire, c'est que les articles qu'on fait aident à mieux comprendre l'écosystème pour informer nos gestionnaires et les équipes de gestion. Parce que nous, en tant que chercheurs, on fait pas directement de la gestion, on fait de la science. Donc notre but, c'est de dire, ok, si on a des changements climatiques, comment ça peut impacter la population? Et si ça l'impacte, quels sont les éléments critiques? Ensuite, tout le reste, toute la partie gestion, c'est principalement les équipes de gestion, c'est d'autres personnes qui vont le faire, puis ça passe aux décideurs. Donc, notre travail, il va aider directement dans ce flow-là pour connaître le milieu afin de mieux le protéger. Mais il y a aussi un aspect science fondamentale qui est présent à l'intérieur. Parce que on a des théories d'écologie, on utilise des méthodes, on les applique, on essaie tout le temps de repousser les limites, notamment de tout ce qui est qualité des données, précision des données, on essaye toujours d'aller plus loin, d'être plus précis, de remonter le plus loin qu'on peut dans le temps pour avoir la vision la plus globale. Donc ça, c'est la partie challenge science en tant que telle. Et c'est vraiment un mix des deux qui est fait à Pêcher au Canada. Je pense que pour les chercheurs universitaires, la question est plus science centrée que gestion, mais là encore, leur recherche a aussi des impacts directs ou indirects sur qu'est-ce qu'on est capable de faire. Puis c'est surtout alimenter tout ce qui est connaissance. C'est ça, tu travailles beaucoup avec les belugas, mais tu dis tantôt que tu travaillais aussi sur les grands rorquals. J'ai eu la chance de travailler avec... Là, tu travailles plus sur les grands rorquals? Si. Oui, encore, ok. Mais c'est plus des collaborations. J'ai, quelques années de ça, fait une publication sur justement les rorquals communs et l'alimentation des rorquals communs. Il y a un projet en développement avec aussi des marsouins. Il y a différents types de projets. Puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, comme je disais tout à l'heure, moi je travaille sur les proies. Sur les mammifères marins, mais pour savoir qu'est-ce qu'ils mangent, j'ai besoin de connaître les proies. Donc toutes les bases de données qu'on monte sur les proies, tout ce qu'on fait sur les proies, ça alimente beaucoup d'autres projets. Ça alimente des projets en contaminants, je pense à Jonathan Véro, Tania Boran, Lisa Loceto en l'occurrence, qui utilisent également une partie de ces échantillons-là pour faire leurs analyses. Donc c'est comme une toile d'araignée en fait. On est au centre, le centre c'est le beluga, puis avec les différentes ramifications, on arrive sur des projets plus ou moins divers, ce qui inclut certaines espèces. Ça pourrait aussi être utilisé pour les phoques, par exemple, pour l'alimentation des phoques par Xavier Bordelot à l'IML. Il n'y a pas de
La seule limitation, ça va être la question qu'on se pose et les données qu'on a besoin. Et du coup, on va aller essayer de voir les collaborateurs, les données, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une espèce sur laquelle t'aimes mieux travailler? C'est laquelle ton espèce favorite? Mammifère marin? Ouais. Beluga. Parce que c'est complexe. C'est une des espèces les plus complexes que je trouve. Complexe à étudier? Ouais. Avec les moyens que moi j'utilise, les méthodes que j'utilise, oui, parce que on est sur une espèce qui a quand même une alimentation assez diversifiée. Et le problème, c'est que pour essayer de quantifier cette alimentation-là, on n'a pas encore les outils où on peut prendre toutes les proies qu'ils mangent et avoir la réponse exacte. On est obligé de faire beaucoup de choix. Puis notre beluga, il est à cheval entre l'estuaire moyen et l'estuaire maritime. Et l'estuaire moyen et l'estuaire maritime, c'est deux mondes complètement différents, avec des espèces complètement différentes. Dans l'estuaire moyen, on a des espèces qui tolèrent une certaine salinité, température, mais dans notre estuaire maritime, on a 3 couches de masse d'eau. On a une masse d'eau au fond qui est pas mal de l'eau atlantique mélangée avec un peu d'eau du Labrador, donc on a des espèces tempérées. On a une couche intermédiaire froide où on retrouve des espèces arctiques, qu'on retrouve pas dans l'estuaire moyen. Puis on a nos belugas qui s'amusent à jouer un petit peu entre les deux. Vous les voyez passer souvent à Tadoussac devant le Grême. Oui. Donc, ils vont s'alimenter sur des communautés de proies très différentes. Et ça, c'est vraiment un énorme challenge. Puis, ils s'alimentent sur des proies très différentes qui sont sur une zone géographique très petite. Donc, il y a peu de variations du milieu. Donc, si je prenais un zooplancton, un petit krill qui allait manger 2 espèces très différentes, en termes de signature biochimique, je suis capable de les différencier. C'est relativement facile. Mais si maintenant, nos belugas s'amusent à manger dans plein de communautés différentes, ce qu'ils ont, c'est une moyenne de ce signal-là. Donc ça devient très, 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 très vite, très complexe à essayer de trouver qui a été mangé où, quand, comment, c'était quoi sa signature. Est-ce que 2 espèces qui sont identiques, admettons nos caplans dans 2 milieux différents, estuaire maritime, estuaire moyen, sont réellement différents en termes de signature? S'ils le sont, peut-être qu'on est capable de déterminer. S'ils le sont pas, on peut plus. Donc, ça amène beaucoup de questions, beaucoup de complexité. Et je pense que c'est pour ça que j'aime bien nos petits belugas. Si tu pouvais avoir ton projet de rêve demain d'étudier une espèce particulière, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que tu retournerais voir le zooplancton? Est-ce que tu irais en Arctique? Qu'est-ce que tu voudrais étudier? En fait, je pense que je développerais plus les projets que j'ai maintenant. Si, admettons, on me disait, Jory, demain, t'as un super financement, tu peux développer d'autres projets. Je pense que j'irai essayer de répondre à des questions qui sont encore en suspens, sur lesquelles je n'ai pas encore répondu dans ce que je fais présentement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même peu d'informations et il y a moyen de vraiment diversifier un peu plus pour avoir une approche beaucoup plus écosystémique, beaucoup plus globale, qui est basée sur la réponse de l'écosystème. Donc je pense que c'est ça que j'essaierai de creuser encore plus que ce que je fais maintenant. Parce que tu t'es attaché à ces projets-là, en fait, puis j'imagine que tu as envie de voir vraiment qu'est-ce qui va arriver. Clairement. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver avec ça. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour essayer de répondre à des questions, et je trouverais ça vraiment dommage de laisser ça en suspens. Donc c'est quoi les questions que tu aurais? Que tu voudrais, auxquelles t'as pas vraiment de réponse, là, que tu voudrais... Là, il y en a plein. C'est essayer d'avoir une alimentation beaucoup plus fine, avoir des nouveaux outils, essayer de développer des outils pour essayer de mieux quantifier et surtout différencier les différentes espèces qui mangent pour avoir vraiment une résolution plus haute. Essayer d'avoir des séries temporelles encore plus grandes pour essayer de voir comment ça a modifié dans le passé. C'est quoi les principales perturbations qui ont influencé le comportement soit général et ou alimentaire, et du coup essayer de faire des prévisions vers le futur pour essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. Essayer aussi de comprendre tout ce qui est en dessous, parce que moi ce que j'aime c'est vraiment l'approche écosystémique, c'est une approche vraiment globale. Donc si on comprend nos belugas, il faut comprendre nos proies, il faut comprendre ce qui influence ces proies. Une fois donc c'est vraiment une pyramide, et le beluga est vraiment au top, et je pense pour l'instant on est encore vraiment au top aussi, et il y a moyen d'élargir beaucoup plus cette vision-là. Quand tu étais jeune, est-ce que tu t'imaginais qu'un jour, c'est ce que tu ferais comme travail? Absolument pas. Je savais que je voulais faire de l'océanographie. J'ai toujours aimé ça depuis que j'étais tout petit, les pieds dans le sable. Tu savais que ça existait comme métier? Ouais, j'ai eu cette chance-là quand j'étais petit. Est-ce que je me voyais là quand j'étais petit? Non. Est-ce que quand j'étais à la maîtrise, je me voyais où j'étais maintenant? Non plus. Est-ce que je le regrette? Absolument pas. Au contraire. Tu t'imaginais quoi quand tu pensais à être océanographe?
J'étais dans le déni. J'étais jeune, j'étais dans le déni. Sur un bateau, une paire de jumelles. Non, j'ai jamais fait autant de projections que ça. Je savais sur quoi je voulais travailler. Le comment, je pourrais pas le dire. Le quoi étant l'océan. Les quoi, De l'océan manière étant l'océan. Ouais. Mhm. Mon affinité avec la biologie, l'écologie, en fait, elle s'est développée au fur et à mesure de mes connaissances, des cours que j'ai eus, des gens que j'ai rencontrés, des opportunités que j'ai eues, notamment mes projets de maîtrise. C'est là où j'ai vraiment appris toutes ces techniques-là et j'ai vraiment aimé ça parce que ça revient à jouer à Sherlock Holmes. On a différents éléments, on a plein d'éléments différents qui nous donnent des informations. Puis le but, c'est essayer de recouper toutes ces informations ensemble pour essayer d'avoir une compréhension. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'arrive jamais à avoir une compréhension totale. On a juste quelques informations partielles et au fur et à mesure, faut creuser. Ouais. Donc, un puzzle 10 000 pièces, mais il te manque la moitié des pièces. et elles sont toutes blanches. Niveau de complexité très élevé. C'est ça. Pour, mettons, les jeunes qui écouteraient ce balado-là, pourquoi est-ce que tu les encouragerais à se lancer dans une carrière de chercheur scientifique? Pourquoi? Ouais. Je pense que ça serait vraiment, est-ce que vous aimez ça? C'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi l'impact que vous voulez avoir? C'est vraiment cette partie-là qui les orienterait. Parce que chercheur, c'est quand même beaucoup de monde. C'est vraiment demandant en termes de temps et d'énergie. C'est aussi quelque chose qui est très spécifique. Si votre rêve, c'est vraiment voir des baleines, vous voulez pas être chercheur. Vous voulez être des techniciens qui travaillent pour les chercheurs. Vous voulez travailler pour des associations. Vous voulez faire ce genre de choses. Je pense que tu vois plus de baleines que moi en réalité dans l'année. Donc, peut-être. donc c'est vraiment se poser la question, c'est quoi qu'on veut faire, c'est quoi qu'on aime. Et donc, c'est quoi nos compétences aussi. Si, admettons, une personne a horreur de faire des présentations, horreur de parler, horreur de faire de la diffusion au public, et des chercheurs, c'est quand même beaucoup de ça. Peut-être qu'il y a d'autres métiers qui seront plus en adéquation avec qu'est-ce que la personne a envie de faire et qu'est-ce qu'elle veut vraiment faire. Mhm. Donc, faut savoir que la science, c'est très très vaste. Il y a plein de postes, il y a plein de positions qui sont très très différentes. Ça change de pays en pays, ça change d'institut en institut. Si vous êtes universitaire, ça va pas être la même chose que si vous êtes au gouvernement et ainsi de suite. Donc, je pense que si quelqu'un se dit « Ah, j'aimerais demain faire de l'océanographie », parfait. Mais c'est quoi que je veux faire? Est-ce que je veux être sur des bateaux? Est-ce que je veux faire du laboratoire? J'ai des gens qui aiment pas le terrain et préfèrent le laboratoire. Il y a des gens qui préfèrent le terrain et pas le laboratoire. Donc, ça dépend toujours de la personnalité. Et je pense que le plus important, c'est vraiment se poser cette question-là en premier et éviter de faire des études pour faire des études. Et se rendre compte à la fin que j'ai passé 6 ans, 10 ans, 14 ans à faire ça et au final, c'est pas ça que j'aurais aimé. Et en fait, je me serais arrêté 10 ans plus tôt et j'aurais plus d'expérience. Et je pense que c'est cette frustration-là qu'il faut éviter pour les gens. Et je pense que ça passe par que nous, chercheurs, océanographes et personnes dans le milieu, on explique aux gens qu'il y a d'autres possibilités, qu'ils le sachent. Parce que c'est dur de pas savoir qu'on sait pas. Oui, effectivement. Et pour être chercheur, faut avoir un doctorat pour avoir ce titre. Ok. Oui. Mais avec un bac ou une maîtrise, on peut faire beaucoup de choses. Exactement. Mais c'est ça qu'on essaye de démontrer avec le podcast, c'est que je pense que c'est un monde qui est très compétitif, très engoncé un petit peu, mais il y a énormément de possibilités d'emploi, bizarrement. Selon les intérêts, selon les compétences. C'est ça. Puis, les diplômes, c'est une chose, mais à la fin, si vous demandez à des gens pourquoi vous avez embauché cette personne-là par rapport à celle-là, c'est pas parce que elle a admettons pour faire conduire des bateaux. C'est pas parce qu'elle a une maîtrise. C'est parce qu'elle est bonne à conduire des bateaux, parce qu'elle est bonne sur le terrain, parce qu'elle est bonne pour timer une baleine, savoir quand elle a plongé, à quelle vitesse elle allait, pour être capable de la suivre, faire une approche. Donc si quelqu'un a déjà cette expérience-là, avec ou sans diplôme, alors il y a certains métiers qui requièrent des diplômes spécifiques pour rentrer, mais il aura plus de chances, admettons quelqu'un qui a juste une technique avec beaucoup d'expérience pour venir piloter des bateaux, il aura probablement plus de chances que quelqu'un avec une maîtrise sans expérience. Avec l'expérience, faut aller en chercher. Faut aller en chercher, comme on disait tout à l'heure, quand vous êtes au bac, allez voir vos professeurs, faites des labos, faites des terrains, harcelez-les. Pour aller chercher le max d'expérience pour bâtir un peu son CV puis un jour pouvoir
pouvoir devenir chercheur scientifique. Espérer étudier les belugas C'est ça. et leurs dents. Je pense que l'autre chose aussi qui est très importante, et on n'en parle pas assez, c'est il faut différencier le métier qu'on va faire et ce qu'on aime. Très vrai. Parce que peut-être que quelqu'un qui réussit dans la finance et qui est rapidement millionnaire et à la retraite à 35 ans, il y en a, il peut passer le temps qu'il veut dans des associations à courir derrière des baleines. Il y a cette partie-là aussi à voir. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que je veux travailler tous les jours avec ce que j'aime? Et est-ce que j'aimerais ça encore dans 40 ans? Ou ce que j'aime, c'est vraiment ça, mais mes passions sur le côté, et je peux concilier passion et travail. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui s'orientent vers des maîtrises, alors qu'ils sont excellents à faire d'autres choses que de la recherche pure pendant leur maîtrise. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne dit jamais aux gens. C'est vrai qu'il y a une Faut faire distinction. attention. Quand ta passion devient ton métier, si un jour tu perds cette passion, ou t'as peut-être pas la rigueur ou la discipline ou la motivation pour continuer. C'est ça. Et peut-être que cette personne-là aurait été excellente ailleurs et elle aurait pu travailler dans des associations un peu partout. C'est grand, c'est vaste. Et je pense qu'il faut explorer pour avoir une bonne réponse. Eh ben, c'est un très beau mot de fin. Merci beaucoup. Tu nous as un peu montré qu'est-ce qui se passait un peu sous la surface de ton métier de chercheur scientifique avec une très belle chemise. Oui. Merci d'avoir été avec Super gentil. De rien.